Bonjour. Un débat a été démarré sur le serveur Discord aujourd'hui concernant la guerre en Ukraine et je trouvais que c'était le bon moment pour essayer de mettre un peu de clarté entre tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche, de tous les différents médias, de tous les YouTubers qui s'en sont mêlés, de tous les gens qui savent à peu près rien et qui ont donné leur opinion sur le sujet. Donc, avec des opinions parfois plutôt plus ou moins biaisées selon les personnes et les médias en question. Donc, on va commencer par expliquer les débuts de la guerre. Qu'est-ce qui a amené l'Ukraine à entrer en guerre? Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre actuellement en 2022 et que- quelles sont les conséquences de cette guerre en fait au niveau de plusieurs pays? Parce que ça ne concerne pas que la Russie et l'Ukraine, hein. Il y a des conséquences majeures sur l'Union européenne, par exemple, et tous les pays membres qui la composent. La Turquie, l'Égypte qui est en pleine crise alimentaire, la Chine qui essaie de tirer son épingle du jeu et en fait de mettre fin à la guerre parce que ça arrange pas ses affaires. Il y a les États-Unis qui au contraire ont beaucoup d'intérêt à ce que la guerre ait lieu parce qu'une rivalité entre l'Union européenne et la Russie, ben, ça fait ses affaires au niveau économique. Le Canada également d'ailleurs. Bon, le Canada et les États-Unis, c'est un peu ensemble. Donc, on va essayer de résumer un peu tout ça à travers l'immense brouillard de guerre qui concerne l'Ukraine en ce moment. Donc, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Premièrement, ben, il faut commencer par aller voir sur cette jolie petite carte. Le lien, je vais essayer de vous le mettre dans la description de la vidéo. Sinon, vous pouvez taper Live Map Ukraine, vous allez trouver. C'est une carte qui essaie de recenser à peu près tous les événements qui se passent en temps réel concernant le conflit en Ukraine. Donc, vous pouvez voir en rouge les zones d'occupation russes sur le sol ukrainien. En gris, ici, c'est les territoires que les Ukrainiens ont repris. Donc, les Russes se sont rendus jusque-là, ils ont reculé avec tous les débords de la guerre. Bon. Sur la carte, ça peut sembler. Il y a plusieurs choses qui peuvent vous sauter au-dessus les yeux. Premièrement, que les Russes ont pris beaucoup de territoires et ont reculé. Pour certains, ça va être assez pour dire que la Russie a échoué. J'en ai vu qui ont dit la Russie a perdu. Je crois que c'était Free qui disait ça tout à l'heure. Que la Russie est en train de perdre. Que c'est un échec de serait-ce que d'avoir reculé à ce point. Bon, les objectifs de la Russie, en premier lieu, ont été inatteints. On va pas se mentir, la Russie espérait faire mieux. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont capables de faire encore très mal à l'Ukraine, notamment en annexant des territoires comme avec la Crimée un peu plus tôt. Donc, les origines de ce conflit, c'est beaucoup une rivalité entre la Russie et de Poutine, et faut bien mettre le parallèle entre la Russie et Poutine. Parce que le président de la Russie actuelle, Vladimir Poutine, applique une politique bien particulière. Il essaie de remettre la Russie au centre du jeu international, comme elle l'était autrefois sous le fleuron de l'URSS. Il faut que vous compreniez aussi, la plupart des gens sur le serveur sont assez jeunes, mais vous n'étiez pas là pour voir Elstine, qui était vraiment une honte pour la Russie. Donc, entre un président totalement alcoolo et qui a laissé un peu de côté l'essor de l'influence russe, la Russie était devenue un pays que tout le monde regardait en souriant, en riant de leur gueule. Et la politique de Poutine, en fait, essaie de remettre la Russie sur l'échiquier international, de lui raccorder de l'importance là où elle n'en avait plus nécessairement à l'époque. Et on voit que la Russie, notamment avec ses nouveaux partenariats économiques avec les pays d'Asie centrale, la Biélorussie, son influence dans le sud du Caucase, ça démontre en fait l'ambition de la Russie de s'exporter dans le monde et de prendre de l'ampleur, notamment en faisant des accords commerciaux ou en déstabilisant des pouvoirs en place, en soutenant des régimes comme le régime de la Syrie ou de l'Iran. Il se trouve des alliés qui vont s'opposer aux Américains dans une perspective plus idéologique, comme on pouvait le voir autrefois dans la guerre froide. Donc on voit encore cette espèce de jeu d'influence qui existait au temps de l'URSS et qui commence à revenir après maintenant, ça fait presque 30 ans, non, ça fait plus que 30 ans que la Russie est indépendante, que l'URSS s'est effondrée. Et on voit que l'URSS essaie quand même, que la Russie essaie quand même de
récupérer une influence telle que l'URSS en avait à l'époque. Donc, chacun des pays, il faut comprendre qu'ils ont leurs intérêts personnels et qu'ils ne sont pas nécessairement non plus attachés à la Russie comme la Biélorussie, par exemple. On voit que le Kazakhstan, par exemple, a refusé de reconnaître devant l'ONU, quand il y a eu un vote pour dénoncer en fait les actes de l'attaque russe en Ukraine, le Kazakhstan s'est abstenu de voter. Ce qui dénote le fait qu'ils ne vont pas s'opposer à la Russie, mais ils ne vont pas non plus les soutenir, au moins au niveau de l'ONU. Bon, après, vous me direz que l'ONU, tout le monde s'en fout, et vous avez bien raison, mais ça dénote un peu une espèce de tension et peut-être le désir de s'éloigner un peu de certains pays. On voit que le Turkménistan aussi, qui est ici, qui avait fait la même chose. Donc, alors que d'autres pays, comme la Syrie, soutiennent complètement la Russie dans son effort de guerre. Bon, ils trouvent que c'est légitime, ben, c'est des alliés en même temps, donc ils se soutiennent entre eux. Et ça avait amené, en 2008, la Russie a déclaré la guerre, à soutenir l'indépendance de certaines régions en Géorgie. La Géorgie, c'est quoi? C'est ce petit pays au sud du Caucase ici. C'est pourquoi vous le voyez en rouge sur la carte concernant le conflit en Ukraine, c'est qu'il y a une espèce de... C'est le préquel de la guerre en Ukraine, si on veut. C'est comme une série médiatisée. La Géorgie, c'était le préquel, ce qui s'est passé avant. Vous voyez ici, je peux passer à l'Ossétie ici. L'Ossétie du Sud, en 2008, il y a eu des tensions entre la Géorgie et l'Ossétie du Sud, qui est une région de Géorgie. Et il y a eu une espèce de guerre civile de 9 jours entre l'Ossétie du Sud et la Russie est intervenue aux côtés de l'Ossétie du Sud contre la Géorgie. Et l'Abkhazie, dans la foulée, a rejoint un peu l'Ossétie du Sud et les deux ont obtenu leur indépendance. Une indépendance qui n'est pas reconnue par tous les pays du monde. Je crois qu'on peut dire sans trop se chauffer que les États-Unis et le Canada ne soutiennent pas cette indépendance. Mais voilà, c'était dans un contexte où la Géorgie avait l'intention de possiblement rentrer dans l'OTAN et où la Géorgie a finalement fini par se faire briser par la Russie en morceaux avant de pouvoir rejoindre l'OTAN. Donc on voit bien ici que la Russie a mis son poing sur la table et a dit stop. Ils ont refusé en fait que l'OTAN s'étende dans cette région. Donc ils ont voulu maintenir leur influence sur la région, comme ils l'ont fait en 2014 en Crimée. Une guerre de quelques jours encore une fois où ils ont annexé la Crimée d'un coup. Il y a eu très peu de morts, c'était pas vraiment une guerre la Crimée. Ça s'est passé assez rapidement. Néanmoins, ça a amené une guerre civile en Ukraine. J'ai pas sorti de carte animée de la guerre civile en Ukraine, mais c'est dans la région ici, à peu près la région qui vient de tomber d'ailleurs. C'est quoi? C'est Liman? Bon, ben, c'est dans ce coin-là, c'est dans le Donetsk et de Luhansk qui se sont révoltés, qui ont voulu obtenir leur indépendance au fort des tensions avec l'Ukraine en 2014. Et ça a amené, avec le déplacement des fronts, à la petite ligne rouge que vous voyez là, qui délimite la frontière de Luhansk et du Donetsk. Luhansk, c'est au nord ici, le Donetsk, c'est ici. Bon, la région est un peu plus grande. Vous voyez, tout ça à peu près, c'est les deux régions réunies. Là. Et ces deux-là sont, entre guillemets, indépendantes depuis 2014. Ou 2015, 2016. Le champ de bataille a bougé un peu et s'est stabilisé depuis plusieurs années. Donc ces frontières-là, c'est les frontières qu'il y avait entre l'Ukraine et les deux républiques séparatistes du Donetsk et de Luhansk depuis quelques années. Donc ces républiques sont vraiment indépendantes depuis longtemps, relativement longtemps. Et ils ont rejoint la Russie dans leur effort de guerre récemment. Donc le conflit a repris en 2022, bon, parce que la Russie a qualifié de... Comment ils appelaient ça? D'intervention spéciale, d'opération spéciale, me semble, en Ukraine. Bon, on va pas se leurrer, peu importe ce que disent les médias d'un côté ou de l'autre, c'est une guerre. C'est une guerre à grande échelle. Et la carte le démontre très bien. Il y a des bombardements, des affrontements quotidiennement, il y a de nouvelles infos. Chaque point, c'est une info qui concerne quelque chose qui s'est passé sur le front. Ici, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu il y a 4 civils qui sont morts dans l'explosion d'une mine que les Russes avaient placée là, probablement. Parce que vous savez, au début de la guerre, cette région-là est tombée. Bon, on a Tchernobyl ici, par exemple. On sait que les Russes avaient pris ces territoires-là au début. Ils ont reculé face à la résistance ukrainienne.
Donc, ils ont probablement eu le temps de placer quelques mines. Après, ça se peut aussi que ce soit des mines ukrainiennes, hein. Ce qui serait un peu con, je crois, à mon sens, d'avoir placé en plein milieu de Tcherniv des mines. Mais bon, c'est pas impossible non plus, tout dépendamment des enjeux stratégiques dans la région. Donc, on voit que c'est vraiment une guerre. C'est pas l'annexion de la Crimée qui a duré genre quelques jours. C'est vraiment une guerre à grande échelle. Donc, suivant ça, on peut entendre des choses de droite à gauche, très variées, qui soutiennent ou pas la Russie ou l'Ukraine, des trucs plus ou moins biaisés. Donc, on va aller voir quelques discours rapidement. J'ai envie de vous montrer les discours et d'analyser tout ça. J'ai demandé tout à l'heure à Free et à Étienne, qui semblaient respectivement pro-ukrainien, pro-russe, ou à peu près, pro-russe, peut-être pas tant que ça, mais disons un peu plus nuancé du côté d'Étienne. Et voici ce qu'on m'a donné comme chaîne. On m'a donné Terabellum, le Canard Réfractaire. Ça, c'est une page Twitter de Think Tank. Je connais pas, mais Think Tank peut-être, je sais pas. Et ici, c'est le Monde. Bon, j'aurais pu prendre le Devoir aussi, ça reviendra au même que le Monde, hein, globalement. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on a concernant l'Ukraine. Vers l'apocalypse nucléaire. Bon, je vous arrête tout de suite, il n'y aura pas d'apocalypse nucléaire. Point. Je ne suis pas adepte de la théorie selon laquelle la Russie va oser envoyer des bombes nucléaires en Ukraine. Selon moi, c'est un non-sens complet. Poutine met devant lui la menace. Il a annoncé l'annexion des territoires des 4 régions ici au sud de l'Ukraine. Je crois qu'il y a Zaporozhye, Kherson, le Donetsk et Luhansk. Il a annoncé qu'il les annexait. Bon, l'annexion, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé en Crimée en 2014. Une annexion, c'est en gros qu'un pays reconnaît que telle ou telle partie du monde fait partie de son pays. Donc, officiellement, au jour d'aujourd'hui, ce qui n'est pas très français, mais bon, la Russie considère ces territoires en rouge ici comme étant des territoires nationaux de la Russie. Ils ont fait des référendums dont comment je pourrais dire ça? Des référendums qui sont pas très très fiables. 90% des gens qui votent en faveur de l'annexion, par exemple, ce qui est un non-sens absolu en démocratie, hein. Jamais on atteint des tels scores, quelle que soit la question qui est posée au peuple. C'est un non-sens. Mais il a considéré que ces territoires-là font désormais partie de la Russie. Et ça, c'est dans une espèce de tentative de pousser l'Ukraine à ne pas avancer plus. Si vous avancez plus, ça va être considéré comme si vous avancez en Russie, et donc on va vous lancer des bombes nucléaires. Sauf que jamais Poutine ne le fera. Premièrement parce que la bombe nucléaire est un objet de dissuasion. Donc on n'utilise pas une bombe nucléaire pour attaquer. C'est un cas extrêmement rare, on l'a vu au Japon, mais c'était pour mettre fin à une guerre très rapidement, dans un contexte qui franchement donnait une porte de sortie au Japon. Bon, si on surplonge rapidement, la Russie était en train d'envahir toute la Mandchourie en quelques jours, donc le Japon devait se rendre et ça a été plus ça a plus en fait donné une raison au Japon de se rendre qu'autre chose, mais si ce n'était que des seules bombes nucléaires qui ont été lancées, le Japon se serait probablement pas rendu avant encore quelques mois. Donc les bombes nucléaires, grosso modo, c'est pas quelque chose qu'on veut utiliser de manière offensive, surtout pas dans le cadre actuel de la guerre en Ukraine, alors que la Russie est particulièrement impopulaire dans le monde entier. La plupart des pays du monde ont soutenu l'Ukraine dans ce conflit, il faut le dire. Bien sûr, l'Occident au complet, mais beaucoup de pays qui sont relativement neutres en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, qui ne voient pas nécessairement de bon oeil cette invasion de l'Ukraine. Donc, la Russie, selon moi, n'enverra pas de bombes nucléaires et on n'a pas vraiment à se faire de soucis concernant des apocalypses éventuelles de bombes nucléaires. Je crois pas que ça va être un enjeu globalement dans la guerre. Tu veux pas lancer une bombe nucléaire contre un autre pays, c'est pas une bonne idée au niveau diplomatique. Vraiment pas. On voit quoi ici? L'escalade du conflit. Ça, c'est quand ils ont annoncé l'annexion des 4 régions. Une nouvelle alliance pour vaincre la Chine. On voit la partisanerie quand même du média ici, qui est une chaîne YouTube. Oui, j'aimerais amener une parenthèse d'ailleurs.
Tout le monde écoute des médias. Qui que vous soyez d'extrême droite, d'extrême gauche, de centre, peu importe. Vous êtes tous influencés par des médias, quels qu'ils soient. Que ce soit une chaîne YouTube, des pages Twitter, que ce soit des grands journaux, des médias à la télé, des trucs comme ça, vous êtes toujours influencé par quelqu'un d'autre. C'est ni bien ni mal. Ce qui est important, c'est surtout d'avoir un regard critique sur la chose. De ne pas prendre tout ce qu'un média vous dit et d'aller croiser les sources, en fait, avec des médias qui disent telle chose et des médias qui disent complètement le contraire, et de prendre avec un avis critique ce qui fait le plus de sens au travers de tout ça. Ce que j'essaie de faire en ce moment d'ailleurs. Donc, je vais pas me cacher, hein, je suis pro-Ukraine, hein, mais c'est pas pour autant que je vais m'imaginer que soudainement la Russie va perdre la guerre en quelques jours. Il faut rester réaliste. On va le voir plus tard pourquoi je dis ça. Bon, l'ennemi chinois. Bon, regardez la partisanerie du média quand même, c'est triste. Le Japon peut-il vaincre la Chine, genre? L'espoir, l'espoir de voir mourir la Chine. La nouvelle guerre entre la Serbie et le Kosovo, qui est un autre enjeu d'ailleurs, le Kosovo pro-occidentaux et la Serbie pro-russe, si on veut aller dans la dimension un peu plus balkanique de la chose. Parce que la guerre, l'espèce d'indépendance du Kosovo, c'est un peu soutenu par les Occidentaux et la Russie qui soutient plus la Serbie, bon, un allié historique et tout ça. C'est politique, c'est éminemment politique. On a encore le risque ici nucléaire en Ukraine, comment la Russie va dominer l'Arctique, genre la peur des Russes qui vont dominer l'Arctique. Mais vous êtes conscient qu'ils le dominent déjà? Êtes-vous conscient de qui appartient le pôle Nord? Allons rajouter c'est Conseil du pôle Nord. Allez, on va aller voir en image. Putain. Ouais, ben, on peut voir cette carte. Cette carte est très bien. C'est un peu tous les pays qu'on voit dans le Nord. Bon, il y a qui? Il y a le Danemark avec le Groenland. Bon, petit joueur, très 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 petit joueur. Il est là, il est présent, mais tout le monde n'en a rien à foutre du Danemark, là, on va pas se cacher. Il y a la Norvège aussi, tout aussi insignifiante. Quoique, il y a beaucoup de pétrole en Norvège, c'est déjà bien. Mais la Russie, regardez le nombre d'oléoducs. Ça, c'est tous des oléoducs pour le pétrole ou le gaz. Tout seul, c'est des champs gazifères et pétrolifères que la Russie exploite. Vous en avez un peu au Canada. Je crois que c'est l'Alberta. Bon, la carte est dégueulasse, mais je crois que c'est l'Alberta ici, avec les gaz bitumineux. Et on a l'Alaska ici, un peu dans le nord. Donc, la Russie domine déjà complètement le pôle Nord. Ce genre de vidéo, ça sert juste en fait à amener des tensions et de la peur à l'endroit de la Russie. Donc ça met directement la Russie comme l'ennemi. Je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est pas objectif du tout. Il n'y a aucune objectivité là-dedans. Comment la Russie veut achever l'Ukraine? Le plan machiavélique des Russes, tu vois. La prochaine invasion, le plan machiavélique des Chinois. Regardez l'objectivité de la chaîne, c'est terrible. La Chine et la Russie sont les ennemis de l'Occident. Et nous sommes les gentils et eux, c'est les méchants, vous voyez? C'est vraiment un monde noir et blanc. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Les Russes ne sont pas les grands méchants et les Américains ne sont pas les grands gentils. C'est trop simplifié. Ah, regardez ici, l'Iran. Un allié des Russes, donc ça doit être nos ennemis. Qu'est-ce que ça dit? L'Iran versus les États-Unis vers une coalition israélo-arabe. Contre l'Iran, bien sûr. Une alliance israélo-arabe. Vous vous rendez compte de l'impossibilité de la chose? Israël est littéralement entré en guerre contre chacun de ses voisins. Chacun d'entre eux. Et vous imaginez soudainement qu'ils vont devenir tous amis pour aller combattre la méchante Iran? Mais non, mais... ça arrivera pas. Faut arrêter. Oh, la course à l'armement. C'est vraiment des trucs de tension géopolitique qui mettent très clairement la Russie et la Chine comme ennemis. Donc regardez ça comme média, c'est de la merde. Le canard réfractaire, que je ne connais pas. Réfractaire? Lui, c'était plus le contraire, je crois qu'il est plus pro-russe. Nord Stream, le sabotage qui change tout. Bon, on prend déjà pour principe... Le Nord Stream, en fait, c'est l'espèce de gazoduc qui relie dans la mer Baltique. Attendez, je vais vous montrer. Qui relie dans la mer Baltique, ici, les pays européens à la Russie, qui fournit le gaz aux pays européens. Il a été saboté, bon, je pense que je vais pas vous l'apprendre, hein,
Il y a eu probablement du sabotage. On ne sait pas si c'est pas un problème technique aussi, mais bon, le sabotage est quand même relativement probable, surtout dans le contexte actuel. Donc ici, on en ramène ça sur le sujet. Ukraine au cœur de la guerre, bon, ça ne prend pas nécessairement parti jusqu'ici. Macron nous fout à la rue. Bon, là déjà, on a une partisanerie anti-macroniste. Le canard est-il pro-Poutine? Bon, s'il y a des gens qui l'ont relevé, c'est probablement que c'est vrai. Il va essayer de nous convaincre que non, mais probablement qu'il l'est, quoi. Si on se pose la question, c'est peut-être qu'il y a un doute que bon, les chasseurs vendus à Macron, les gilets jaunes au retour raté, total au secours des Français, la Commission européenne retrouve-t-elle la raison? Enfin presque. Anti-Europe, anti-Macron. Tout de suite, vous savez que le gars est partisan. C'est pas compliqué. Angleterre, grève et dégagisme et désobéissance. Bon, il doit parler de ce qui se passe en Angleterre en ce moment. Électricité, ils se foutent encore de nos gueules, bien entendu. C'est totalement partisan. C'est aussi un média de merde. Ne jamais écouter un média comme ça. Vous faites juste regarder les titres. Là. Même pas besoin de regarder la vidéo. Vous savez par le titre et par l'ensemble des autres titres qu'il y a avant que le mec, il se fout complètement de l'objectivité de ce qu'il raconte. Ne vous faites pas manipuler. Taïwan, Ukraine, les erreurs à ne pas faire. Mais je suis sûr que tout ce qu'il raconte dans cette vidéo, c'est des erreurs de manipulation de A à Z. Juste par le contenu qu'il y a avant et après, on sait tout de suite que ce qui est écrit, ce qu'il va avoir dans cette vidéo-là, c'est totalement à côté de la plaque. Le mec qui fait genre qu'il est objectif, mais c'est le mec le plus biaisé qu'il n'y a pas. Ici, ça c'est une chaîne Twitter. Moi, je vais pas beaucoup sur Twitter. Les premiers bureaux de... D'ailleurs, j'amènerai aussi un petit parallèle. Twitter n'est pas un site d'information. Hein. Pour ceux qui lisent les nouvelles sur Twitter, je vous conseille de changer ça. Twitter n'est pas un média d'information très pertinent. On y voit tout un tas de conneries d'un côté comme de l'autre. Il n'y a aucun contrôle sur Vladimir Poutine. Il a pris la décision irresponsable d'envahir l'Ukraine. Il pourra prendre une autre décision, mais je ne vois rien pour le moment qui conduirait pas à cela. C'est quand ça? Ça date de 3 heures. Mais ça fait longtemps que la guerre a commencé, coucou. Pour le vice-président de la Commission européenne, l'annexion de plusieurs régions ukrainiennes par la Russie rend beaucoup plus difficile, voire presque impossible, la fin de la guerre. J'avouerai que je partage un peu cet avis. Ça amène des tensions qui sont difficiles pour mettre fin à la guerre. Bon, on ne sait pas comment ça va finir encore. Bon, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, on s'y mêlera pas. C'est qui m'avait envoyé ça? C'est Étienne. Ah putain, j'ai pas de compte Twitter. Là, fous-moi la paix. C'est Étienne qui m'avait envoyé ça en disant qu'il était plus pro-Ukraine. Bon, je pense que c'est un peu le cas aussi, que vu ce qui est couvert sur la chaîne, mais bof. C'est pas si mal. Très honnêtement, des deux sources qu'on vient de voir, les 3 sources qu'on vient de voir, celle-là c'est la meilleure. À mon sens, ça semble beaucoup plus. Beaucoup moins biaisé en fait. Beaucoup moins de partisanerie d'un côté ou de l'autre. Bon, le Monde. Vous pouvez considérer que c'est la même chose pour le Devoir, c'est les mêmes choses qu'on va voir dans les deux. Beaucoup plus partisan d'une politique pro-occidentale. On va pas se mentir. C'est pas nécessairement droite et gauche ici, mais c'est quand même très l'Occident c'est les bons et les gentils et le reste c'est les méchants. C'est presque tout le temps ça. Regardez ici, la guerre en Ukraine, le RN, c'est le Rassemblement National de Marine Le Pen, je crois, critique toujours l'Europe. Déjà, il couvre ça. Moi, j'aurais même pas pris la peine de perdre mon temps à en discuter. On sait qu'elle critique l'Europe, la pauvre. Là. À un moment donné, ça fait combien d'années qu'on sait que Marine Le Pen critique l'Europe? Je veux dire, ça sert à quoi de ramener ça dans l'actualité? C'est un article impertinent complètement. Guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky annonce que ça c'est Liman, c'est ce qu'on parlait ici tout à l'heure. C'est la ville qui vient de se rendre apparemment aux Ukrainiens. Bon, généralement, quand c'est indiqué sur la carte, c'est assez fiable. On voit des photos de soldats, des vidéos sur Internet de soldats qui sont rentrés dans la région ici. Il y a des combats ici au nord également, actuellement. On voit, regardez les points rouges. Chaque point rouge, c'est des tensions. Ça, c'est quoi? C'est l'armée russe qui se met à l'abri dans toutes les régions en jaune. Ok. Ouais, bon, vous voyez que toute la région là sont un peu, ils se mettent à l'abri les Russes. Les Ukrainiens
ont repoussé des attaques ici dans tous les petits fusils entourés de jaune. C'est des Russes qui attaquent mais qui se sont fait repousser. Donc on voit que le front reste relativement stable, mais on voit que les Ukrainiens progressent encore. Bon, on va revenir sur qui gagne la guerre plus tard. Guerre en Ukraine. L'armée ukrainienne est entrée. Bon, ça couvre un peu les actualités de la guerre en Ukraine. Mais généralement, Le Monde et Le Devoir, c'est des journaux qui vont mettre de l'avant le fait que l'Ukraine est en train de gagner la guerre. Regardez, il n'y a pas un article qui va vous dire... où c'est que c'est? Il n'y a pas un article qui va être en train de vous dire qu'il y a certains fronts qui s'effondrent. Bon, on voit qu'ici, ça lutte. Il ne va pas avoir de front qui vous explique que la Russie est en train de passer à l'attaque dans cette région. Ils vous en parleront même pas. Mais ils vont vous dire par contre que telle région est tombée. Alors que ben, ça fait longtemps qu'on sait que cette région est assiégée, qu'elle allait tomber. C'est une question de jour. Ça fait longtemps qu'on sait que ça allait tomber ici. Et ça fait un moment qu'ils ont reculé, les Russes, sur cette ligne-là. Donc, bon, ils nous annoncent rien de nouveau, là. C'est pas nouveau, cela. Ici, on va descendre un peu. La France prépare la livraison de nouveaux canons César à l'Ukraine. Bon, ça démontre que la France soutient l'Ukraine. Notre pays fait ce qu'il faut, tu vois. C'est dans l'idée. À Zaporizhzhia, une maternité face au front. Et là, on va dénoncer l'horreur de la guerre. Hey, c'est donc ben horrible, il y a une guerre. Ah! Rendez-vous compte, il y a des gens qui meurent dans une guerre. Mais, Coco, c'est une guerre. Évidemment qu'il y a des gens qui vont crever. C'est évident, c'est une putain de guerre. Il y a des gens que ça surprend encore. Hein. Ils en font des articles, reportages, hein, ils ont osé appeler ça un reportage. Genre, c'est surprenant qu'il y ait des gens qui meurent dans une guerre. Non, mais rendez-vous compte aussi que pour une guerre qui dispose d'autant d'armements modernes, bon, ça reste des singes, là, ce qu'on voit comparé aux avions de chasse américains, c'est de la merde ce qu'on voit sur le front, mais ça reste une guerre relativement moderne. Une guerre comme on en a très peu vu dans l'histoire quand même, au niveau de l'efficacité de l'armement. Des drones, des missiles, il y a des avions aussi, des bombardiers. On n'est pas dans les grands bombardements des villes de la Deuxième Guerre mondiale, mais quand même. C'est une guerre de forte intensité. Et malgré tout, il y a très peu de morts. C'est une guerre qui fait très peu de morts. On va le voir plus tard au niveau des pertes humaines ici. C'est une guerre qui fait très peu de morts comparé à ce qu'on pourrait s'imaginer d'une guerre. Donc, ça fait quoi, 6 mois? C'est en février que la guerre a commencé, on est en octobre, donc ça fait un peu plus que 6 mois que la guerre a commencé. Et malgré tout, il n'y a pas 1 million de morts, là. C'est pas si terrible que ça. Bon, ça reste des morts, bien sûr, là. Mon but, c'est pas de dire que la guerre est pas horrible et qu'elle fait pas de morts, mais faut pas se surprendre qu'il y ait des situations dramatiques comme ça dans une guerre. De décrire ça, ça sert absolument à rien. Le faire, ça va juste mettre en avant le fait que la guerre, c'est mal. Et comme on prend pour acquis que la Russie a déclaré la guerre, c'est la faute de la Russie. Donc ça, c'est partisan à la base. Le seul fait d'avoir ça, c'est partisan. Comme sujet. Ça sert à rien de couvrir un sujet pareil. On sait que ça arrive. Vous apprenez rien à personne. Mais vous mettez l'emphase sur la chose. Et le fait que ici, Le Monde met l'emphase sur ça, ça démontre que les méchants, c'est les Russes, dans leur optique des choses. Parfois, il faut lire un peu entre les lignes. C'est pas nécessairement dit de manière aussi explicite que dans certains médias, mais ça reste quand même clair qu'ici, on soutient l'Ukraine. Et là, Poutine, le choix du jusqu'en boutisme, bon, c'est un peu moins... comment dire... on prend parti de manière un peu plus forte. On s'en cache pas trop, là. Donc, on sait que le média est partisan. Ça veut pas dire qu'il faut pas écouter il faut pas lire ou écouter ce qu'ils disent, mais c'est qu'il faut le prendre avec des pincettes. Il faut comprendre que ils ont un biais, et ils s'en cachent très peu même qu'ils ont un biais. Ils sont ouvertement pro-ukrainiens, et c'est évident. Et ils n'ont pas non plus ambition de dire le contraire. Mais vous allez aller voir des médias russes comme Telegram, ils vont vous dire complètement le contraire. La Russie est en train de gagner la guerre. Et même pas, ils appelleront pas ça une guerre, c'est vrai, c'est une opération spéciale. Et il y a toute cette idée derrière laquelle en Ukraine, c'est des méchants nazis. Vraiment, on peut rire, mais c'est vraiment ça que certains pensent.
Il y a des nazis en Ukraine au pouvoir, il faut les combattre. Alors que, bon, ben, le chef du pays est quand même juif, quoi. C'est... Voilà. Il faut comprendre que ça rentre dans la propagande russe. On reviendra plus tard sur la propagande russe. Mais il faut comprendre qu'il y a de la propagande des deux côtés. Quel que soit le média que vous allez voir, c'est essentiellement de la propagande. D'un côté ou de l'autre. Et parfois moins clair. Et il faut savoir prendre des deux côtés. Donc, bon, on peut aller voir ici au niveau des pertes. Qui gagne la guerre? Parce que c'est beau de voir la carte, de voir que les Russes ont reculé, mais que les Russes tiennent quand même une grosse partie du territoire. C'est à peu près 15% de l'Ukraine, ça. 15%, c'est quand même pas rien. Alors, est-ce que les Russes sont en train de gagner, ou est-ce que c'est les Ukrainiens qui sont en train de gagner? On voit qu'il y a des territoires ici qui semblent tomber tranquillement sous le contrôle des Ukrainiens. On peut le voir sur la carte. On peut le voir aussi, ben, ça c'est tout un tas d'articles, des vidéos, genre vous voyez des photos des gens dans certaines régions qui ont reconquis. Et tout ce qui est en gris, ça vous montre en fait ce qu'ils sont en train de prendre. Mais je regarde la carte presque tous les jours de l'Ukraine. Et je la vois ici, le front qui n'a pas bougé depuis des semaines. Là. Et vous pouvez le voir aussi dans le temps, si vous voulez. Là, on est le 2 octobre. Si on retourne au 1er septembre, ça n'a pas bougé d'un pouce. Au niveau de Kherson, du moins. Ça n'a pas bougé, du tout. C'est peut-être 2-3 quartiers, pas plus. Regardez ici. Il y a quoi qui a bougé ici? On va le remettre au 1er octobre. Il est où? Octobre. To feed? Non, c'est pas feed. Time. Octobre 2. Il y a ça. C'est quoi ça? C'est un village. C'est vraiment un village. C'est tellement petit qu'on voit pas de bâtiments. Quand on se rapproche au moment des villes, on voit des bâtiments là. Vous voyez, on voit les bâtiments. C'est tellement petit qu'il n'y a pas de bâtiments. Donc ils ont repris des champs. Ils ont repris des champs. Ils ont repris une autoroute. Bon, c'est pas formidable. Ils ont repris ça ici aussi. Bon, il y a quelques petits villages, mais on voit que c'est des champs. Alors regardez les lignes. Les lignes, ça vous voyez très bien que c'est des champs. On n'est pas sur des photos satellites de la NASA, mais vous savez que c'est des champs. Ça se voit. Donc, c'est des champs. Ils se sont battus dans des putains de champs. Ils ont repris des champs. Vous vous rendez compte? C'est même pas une ville, ça, je pense. Ça se peut pas des bâtiments comme ça. Putain, il est carré, la ville. Mais ils n'ont pas repris grand-chose dans cette région-là. Tout le sud, ici. On a eu une hype énorme dans les médias de... l'Ukraine passe à l'attaque, c'est la contre-offensive, ils prennent plein de territoires dans le sud. Que nini. Que nini. Ils se sont fait complètement refouler dans le sud. Vraiment, ils ont tenté une invasion, mais ça n'a pas marché. Le succès, c'est plus ici, dans le nord. Ce qui a fait plus un succès pour l'Ukraine, c'est ça ici. Vous voyez là, la partie rouge ici qui a été reprise. C'est ça que l'Ukraine est en train de... a repris dans les dernières semaines. C'est tout le territoire ici. Bon, ça paraît gros sur la carte, là, mais c'est pas... Ça reste... c'est gros, là, je ne vais pas dire le contraire, mais... faut relativiser. C'est une victoire, oui, mais il va en falloir beaucoup plus que ça pour gagner la guerre. Beaucoup plus que ça. Et n'empêche, la Russie est en train de tenir. Elle n'a pas besoin d'avancer plus que ça, la Russie. Parce que les territoires à forte majorité russe, ils les ont déjà conquis, en grande partie. Parce qu'il reste une partie du Donbass ici, le Donetsk, qui n'a pas été complètement annexé encore. Et on voit que... attendez, on va aller en octobre avant de dire de la merde. Regardez, on voit que ça se bat. Ça se bat. Il y a une partie du Donetsk ici qui est en train de se faire reprendre par les Ukrainiens, donc les Russes vont être obligés de tenir le front. Pour l'instant, ils sont obligés de tenir jusqu'à ce qu'ils aient les effectifs pour attaquer. Il faut comprendre aussi que dans une guerre, quand vous attaquez, ça demande plus de troupes que quand vous défendez. Je crois que les rapports des spécialistes que j'avais vus, ils disaient que c'était à peu près 3 fois plus. Il faut à peu près 3 fois plus d'attaquants que de défenseurs pour reprendre une région. Donc là, on voit que les Ukrainiens, pour l'instant, ont plus d'effectifs. Bon, il faut savoir que la Russie, même si elle a une plus grosse armée, elle ne peut pas tout envoyer en Ukraine. Il faut qu'elle protège ses frontières avec tous les membres de l'OTAN. Il y a des troupes en Biélorussie aussi. Bon, il y a des frontières un peu moins défendues ici avec les pays désertiques. Au niveau de la Géorgie, elle doit se défendre parce qu'il y a un front avec la Turquie aussi, possiblement. Possiblement, hein, ils s'imaginent que c'est l'OTAN les grands méchants. Donc, en Chine, ils n'ont pas trop peur de la Chine, mais il faut quand même y mettre des troupes à la frontière. Hein.
il y a le Japon, ici la Corée, donc il y a les États-Unis aussi. Donc ils n'ont pas... et faut bien penser qu'ils ont des stations militaires un peu partout dans le pays, hein. Donc ils ne peuvent pas envoyer l'ensemble de leur armée en Ukraine. Mais l'Ukraine, elle peut se permettre de le faire parce que c'est son pays. Elle n'a pas besoin de défendre sa frontière avec la Roumanie ou la Slovaquie. Ils savent qu'ils ne vont pas se faire attaquer par là. Les régions qu'ils ont essentiellement à protéger, donc il va y avoir quelques troupes quand même, mais très peu. Donc les troupes qu'il va avoir en plus grande partie, c'est proche de cette région pro-russe-là, qui a obtenu son indépendance de la Moldavie, c'est la Transnistrie. Bon, c'est des pro-russes, mais ils ne sont pas rentrés dans la guerre, ils sont relativement neutres. Donc il faut avoir des troupes quand même au cas où qui rejoindraient la guerre. Tout le long de la frontière ici avec la Biélorussie et la Russie. Mais essentiellement dans le front où c'est chaud, ici. Donc, ils peuvent se permettre d'avoir plus de troupes sur le front que les Russes. Et ça explique en partie pourquoi ils avancent. Mais ils ne pourront pas avancer éternellement. Selon moi, ils ne seront pas capables de reprendre tout ça. Donc, on va voir, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis de la merde. Mais je ne crois pas personnellement à la thèse selon laquelle l'Ukraine va gagner la guerre complètement. Ni à celle où la Russie envahit la totalité de l'Ukraine. Je crois que ça va se stabiliser, essentiellement autour du Donetsk, de la Crimée, peut-être que Kherson va retomber. Mais je crois que la grande partie du sud de la mer d'Azov ici va être conservée par les Russes. Mariupol, tout ça, je pense que les Russes vont la garder. Et puis ça va rester comme ça pendant une bonne dizaine d'années, au moins, jusqu'à la prochaine guerre. Où là, on verra si l'Ukraine va se trouver des alliés plus chauds pour venir l'aider. Donc les pertes, ici, qui gagne la guerre? Ça se voit notamment par le territoire, mais ça se voit aussi par les chiffres. Regardez. Selon ces chiffres, c'est Wikipédia, hein, et contrairement à ce que certains pourraient dire, c'est une source qui est relativement bonne en général. Mais ça ne sera pas le cas ici. Pourquoi? Parce que, regardez les sources de Wikipédia. Gouvernement ukrainien, les Nations Unies qui ne savent absolument rien de ce qui se passe. Le gouvernement ukrainien, la République populaire du Donetsk, les estimations américaines. Ben, peu importe de qui elles sont, c'est des estimations, donc c'est de la merde. Gouvernement ukrainien encore. Mediazona, c'est quoi? C'est un média russe. BBC News Russian. La BBC News Russian, anciennement BBC, fait partie de la production en langue étrangère de la BBC. Bon, sur la BBC, c'est un média américain, je pense, mais pour les Russes. Bon, c'est un média à peu près russe. S'ils les font avec Mediazona, oui, c'est des médias russes. Important Stories, c'est quoi ça? Un site internet russe. Bon, encore. République populaire du Donetsk. Le Donetsk étant une des républiques séparatistes en Ukraine. Donc ici, gouvernement russe. Toutes les sources, c'est des putains d'entités géopolitiques. Ils ont tous des intérêts à vous mentir. Chacune des sources que vous voyez dans le tableau vous ment. Jusqu'à la dernière. Soit parce qu'ils n'ont pas envie de vous dire la vérité, soit parce qu'ils ne savent pas la vérité. Et c'est probablement les deux. C'est probablement les deux. Probablement qu'aucun de ceux-là ne sait la vérité sur ce qui se passe, même pas l'Ukraine ou la Russie, parce que c'est compliqué une guerre. Là. Vous pouvez recenser tout, mais forcément il y a des disparus. Il y a des gens qui ont disparu. Il y a des gens qui ont. Comment ça s'appelle? Il y a des gens qui ont fui le combat, qui ont changé de camp. Il y a des traîtres. Il y a des. Ah, j'essaie de me rappeler le terme, je l'ai sous le bout de la langue. Ah, mettons qu'ils décident de passer à l'ennemi. C'est un peu des traîtres, là, mais c'est pas tout à fait ça, le terme. Bon, je le trouverai pas. My bad. Mais tout ça, c'est des informations que même eux ne peuvent pas confirmer. Regardez les estimations. On a une palette entre 12 000 et 28 000. 12 000 et 28 000! Genre, vous vous rendez compte? il y a 16 000 personnes, ils sont pas sûrs s'ils sont mortes. Genre, il y a 16 000 personnes qui ont disparu. Vous vous rendez compte? Ils sont pas capables de faire des estimations de leur propre population. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont en train de fuir l'Ukraine. Il y a tellement de gens qui ont fui l'Ukraine. Il y a tellement de gens qui fuient la Russie. Il y a des civils qui ont disparu, peut-être parce qu'ils ont explosé, peut-être qu'ils ont complètement été calcinés. On n'a simplement pas retrouvé leur corps. Il y a des Ukrainiens qui ont été enterrés dans des fosses communes aussi, qui n'ont peut-être pas encore été découvertes. On a vu qu'il y en avait qui ont été découvertes récemment. Donc, on ne sait absolument pas combien de civils ou de militaires sont morts. Et les militaires, ça doit être encore pire. Hein?
Regardez, le gouvernement ukrainien vous dit qu'il y a 10 000 Ukrainiens qui se sont fait tuer et 7 200 qui ont disparu, dont 5 600 capturés. Voulez-vous me dire comment ils savent qu'ils se sont fait capturer? Je veux dire, la Russie va pas leur crier sur les toits « Hey, regardez, on a 5600 de vos soldats qu'on a capturés. » Forcément, il y en a qui savent qu'ils ont été capturés parce qu'ils ont eu des rapports et tout ça, mais comment ils peuvent avoir un chiffre aussi précis? C'est impossible. Et on estime là plus de 193 000 tués et blessés selon la République du Donetsk. Regardez, les deux, ça c'est des pro-ukrainiens, pro-russes. Regardez la différence. Les Ukrainiens disent 10 000 tués et 7 200 disparus. Donc 17 000. Les Russes, le Donetsk, on va dire que c'est des Russes, mais c'est pas... Ça va devenir des Russes bientôt, mais pas encore. Ça fait 197 000. Il y a une palette de 150 000 entre ce que un dit et ce que l'autre dit. C'est incroyablement élevé. Personnellement, j'adhère pas du tout à l'idée qu'il y a 200 000 morts. Il y a de beaucoup trop. Vous vous imaginez 200 000 soldats qui sont morts? Il y a des pays qui n'ont même pas une telle armée. Je crois pas que le Canada ait une telle armée. Vous êtes en train de me dire qu'il y a 200 000 morts? Putain, ça fait du soldat au pied carré, mort. Il y a des cadavres qui jonchent le sol. C'est totalement dérisoire, ça n'a aucun sens. Et probablement que les sources ukrainiennes dans ce cas-ci sont plus, sont plus fiables. Mais encore là, ils vont vous réduire le nombre. Les Ukrainiens vont vous dire qu'il y a 10 000 tués, il y en a peut-être 20 000. Parce que, pour le moral des troupes et pour l'image à l'international. C'est important pour l'Ukraine de montrer qu'ils sont en train de gagner. Parce que comme ça va motiver leurs alliés européens à envoyer des ressources, à continuer de financer la guerre, pour montrer, regardez, on s'en sort, on fait des efforts, ça marche bien, regardez, on a repris telle ville. Et j'ai oublié de mettre l'accent tout à l'heure dans les médias, mais on voyait dans, je crois que c'était Le Devoir, ou Le Monde, je sais plus, où je voyais que c'est pas Lysychansk, c'est un territoire qui est tombé ici récemment, c'est Liman. Liman est tombé, ils ont appelé ça un territoire stratégique ferroviaire. Genre, le territoire là, cette province-là, comme si elle était particulièrement stratégique. Je doute qu'elle l'ait réellement été. Mais c'est important que le média défende l'image que l'Ukraine est en train de remporter des territoires qui sont cruciaux. Alors que si ce territoire-là était vraiment crucial, la Russie ne l'aurait pas laissé tomber aussi facilement. La Russie est sur le repli, mais elle défend les frontières qui sont plus essentielles à conserver. Ici, ils sont pro-russes de l'autre côté de la frontière, donc forcément, ils veulent défendre ça beaucoup plus que des territoires comme ça où ils en ont carrément rien à foutre. C'est bien de l'avoir, mais tu vas pas envoyer 10 000 soldats mourir pour cette merde. Et les Ukrainiens les Ukrainiens et les pro-Ukrainiens vont défendre l'idée que ce qu'ils font dans la guerre en ce moment, c'est une victoire éclatante, qu'ils sont en train de torcher les Russes à pleines dents, et c'est pas tout à fait vrai. Ils sont en train de faire des victoires sporadiques par-ci par-là, mais c'est pas une victoire au sens large. Il faut prendre avec des pincettes. Et ici, allons voir. Les estimations américaines estiment que les Russes ont perdu 15 000 soldats morts et 45 000 tués. Les estimations américaines seules estiment... C'est fou, hein? Les estimations américaines ici, mais des estimations américaines différentes, viennent chiffrer à 70 000 morts les pertes russes. Encore une fois, je trouve que c'est beaucoup trop pour ce que les Russes ont certainement perdu. 70 000 morts, vous vous rendez compte du nombre de personnes que ça fait? Vous ne pouvez pas comparer ça avec des civils. Des militaires, il y en a beaucoup moins que des civils. 70 000 militaires entraînés qui sont morts sur le front, c'est une perte dont un pays ne se relève pas. Ça fait très mal. Mais vraiment, 70 000 soldats, là, si la plupart d'entre eux sont qualifiés, sont entraînés, savent bien se battre, c'est une perte dont la Russie ne se remettra jamais. Et je doute que ça soit des chiffres qui soient valables. Le gouvernement ukrainien qui dit 40 000, donc on peut couper la poire probablement en deux. Donc, il n'y a pas les... Ouais, ici, il y a les estimations russes. Les Russes disent 5 000. Bon, ça, c'est deux médias russes, c'est à peu près 5 000. Donc, on peut couper à peu près la poire en deux entre 20 000 et 5 000. Donc, peut-être 13 000, 15 000, dans ces eaux-là.
Donc on voit que les Ukrainiens ont probablement perdu plus d'hommes que les Russes, selon les estimations. Mais bon, c'est des estimations, on pourrait se tromper complètement de plusieurs milliers, de plusieurs dizaines de milliers. Parce que c'est des fourchettes qui n'ont aucun sens. Il y a une fourchette qui va jusqu'à 80 000 et une fourchette qui va jusqu'à 5 000. Il y a 75 000 morts en fourchette. C'est titanesque. Ça n'a juste aucun sens. Et à côté, vous avez les 193 000 en haut qui sont encore plus insensés. Les chiffres que vous voyez, les chiffres que vous entendez, quel que soit le média que vous écoutez, pro-russe, pro-ukrainien, c'est tous de la bullshit. Il n'y en a pas un qui va vous dire combien sont réellement morts parce qu'il n'y a personne qui le sait. Poutine ne sait pas combien de Russes sont morts. Poutine ne sait pas combien d'Ukrainiens sont morts et Zelensky non plus. Il n'y en a aucun qui sait. Tous les chiffres que vous voyez, c'est de la bullshit. Vous pouvez vous amuser à faire des estimations, mais regardez la gueule des estimations qu'on voit là. C'est du n'importe quoi. C'est pas logique. On peut pas prendre ça et se dire que ça, c'est des chiffres qui sont valables. Aucun chiffre que vous allez voir nulle part ne fait le moindre sens. Bon, maintenant, on va passer au volet de quelles sont les conséquences. Ceci est l'Union européenne. Bon, avec le Brexit, le Royaume-Uni n'en fait plus partie. Peut-être qu'un jour, d'autres parties du Royaume-Uni en feront partie. L'Écosse. Mais bon, pour l'instant, l'Union européenne vit des conséquences graves de la guerre, du fait qu'elle fournit de l'armement et une aide économique à l'Ukraine dans un premier lieu, et du fait qu'il y a des conséquences au niveau du gaz également. J'oserais m'étendre à dire que les Européens méritent ce qui leur sont arrivés en raison de leur gestion de leur politique énergétique. Ils ont abandonné le nucléaire, ce qui était une erreur, à mon sens, complètement conne. C'était juste pas quelque chose à faire. Et c'est les écolos, ceux qui ont défendu cette idée, essentiellement. Je me dis moi-même écologiste, mais c'est juste con, ça. C'est juste complètement con d'abandonner le nucléaire en s'imaginant que, comme par magie, les panneaux solaires, les éoliennes vont remplacer le nucléaire. Ça ne sera jamais possible. Parce que c'est beaucoup trop dépendant du fait qu'on ait des vents ou du fait qu'on ait un beau soleil, pas de nuages. C'est complètement déraisonné de s'imaginer qu'on peut faire tourner un pays, quel qu'il soit, avec si peu. Il y a des régions où ça va marcher. Je crois que l'Écosse, d'ailleurs, est une région particulièrement venteuse. Il s'en sort avec les éoliennes. Bravo! Et t'es mal à la gueule de l'Écosse par rapport au reste de l'Europe. Vous n'allez pas fournir en énergie éolienne toute la France. C'est impossible. Et notamment en Allemagne, où le problème est plus grave qu'en France. En France, vous êtes resté au nucléaire, mais en Allemagne, c'était une erreur, mais catastrophique. Et ils sont en train de faire un U-turn complet pour retourner vers le nucléaire parce qu'ils n'ont pas le choix. Le gaz coûte trop cher, le gaz commence à avoir des pénuries avec la destruction du pipeline qui sépare la Russie, c'est Nord Stream 2, me semble, qui sépare la Russie des pays européens. C'est juste pas possible, en fait, de continuer à acheter le gaz russe. D'un sens, parce que les Européens n'aiment plus la Russie en raison de ce qui se passe actuellement. Et d'un autre côté, parce que ça commence à coûter de plus en plus cher. C'est cher, la Russie impose des conséquences économiques à l'Europe, en retour de celles que l'Europe leur fait. Donc, il y a la nécessité pour l'Europe de changer sa politique énergétique de A à Z. Et ils n'auront pas le choix. Que l'Europe le veuille ou non, ils n'ont pas le choix. Et ça arrange les Américains, ce qui se passe. Parce que les Américains, eux, il y a une époque où les Américains étaient importateurs de pétrole. Quand on parle de la guerre en Irak, on dit ils sont allés là pour le pétrole, c'est pas faux. Ils avaient des intérêts économiques conséquents dans la région, au niveau de leurs importations de pétrole qui n'étaient pas trop chères. Mais aujourd'hui, les États-Unis, notamment au Texas, ont des champs pétrolifères très importants. On va retourner sur la carte ici. Le Texas, qui devient une des régions exportatrices de pétrole, de la même manière que l'Alberta est une région qui exporte du pétrole au Canada, le Canada et les États-Unis sont désormais des exportateurs de pétrole. Ils exportent plus de pétrole qu'ils en importent. Ce qui veut dire qu'ils ont besoin de débouchés commerciaux, l'un comme l'autre. Et surtout les États-Unis. Bon, on s'entend que les États-Unis sont plus gros. Donc le fait que la Russie devienne un partenaire moins important avec l'Europe, ça fait que les Américains deviennent un partenaire plus important.
Donc cette guerre en Ukraine, ça les arrange. Ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables de la guerre. J'ai entendu dire, Étienne, tout à l'heure qu'ils étaient responsables de la guerre. On va y revenir tout à l'heure. Mais ça arrange les Américains que cette guerre ait lieu. Personne d'intelligent ne niera. Ils ont des débouchés commerciaux en Europe. Et ça les arrange. Parce que les Américains sont du cash. La Russie, de son côté, vit durement les conséquences économiques. D'aucuns vont jouer avec le cours du rouble et s'imaginer que, ah, regardez, le cours du rouble augmente, donc la Russie va bien. C'est pas vrai. La Russie va pas très bien suite aux conséquences qu'elle est en train de vivre de la part de tous les pays occidentaux. La Russie est ce qu'on appelle un pays qui exporte du pétrole et du gaz dans les pays occidentaux. C'est un pays exportateur. Et qu'est-ce qui arrive quand un pays exportateur ne peut plus exporter? Il crève sur place, littéralement. Donc, la Russie a été obligée de trouver un nouveau partenaire commercial pour importer vers où envoyer son gaz et son pétrole. Et ce partenaire, c'est la Chine. Mais la Chine, si la Russie est dépendante de la Chine pour faire de l'argent, c'est pas le cas à l'inverse de la Chine qui n'a absolument pas besoin de la Russie pour se fournir en pétrole. Elle a accepté ces accords commerciaux-là pour avoir du pétrole et du gaz pas cher. En échange de quoi, il y a des partenariats aussi pour construire des pipelines et des trucs comme ça. Et la Chine, en fait, en profite pour avoir du gaz et du pétrole pas cher. Mais la Russie a beaucoup plus besoin de la Chine que la Chine n'a besoin de la Russie. Et ça se voit dans les taux d'exportation. La Chine est le plus grand exportateur de mémoire le plus grand pays vers lequel la Russie exporte des matériels, quels qu'ils soient, essentiellement du pétrole et du gaz, mais aussi d'autres trucs. Et on voit que pour la Chine, ce qu'elle importe, la Russie, c'est tout petit, c'est presque rien, comparé à, par exemple, les Américains, qui sont un partenaire majeur. La Chine, si la Russie a meurt, la Chine n'en a rien à foutre. La Russie peut se faire complètement génocider, la Chine va s'en sortir intacte. La Chine va soutenir la Russie plus par principe d'opposition aux Américains qu'autre chose. Mais jamais la Chine ne va s'engager ouvertement dans le conflit aux côtés de la Russie parce qu'elle a beaucoup trop à perdre. Et la Chine est en pleine crise économique en ce moment dans son propre pays. Il y a eu de la spéculation au niveau de l'immobilier. Donc la Chine est dans une crise économique presque sans précédent. Et ça pourrait même finir en guerre civile potentiellement. Donc le mot est fort, mais on ne sait pas comment ça va finir. Mais la Chine n'est pas dans une position très joyeuse en ce moment. C'est pas le moment pour elle d'entrer en guerre. Notamment pour Taïwan, vous voyez plein de vidéos sur Internet. Est-ce que Taïwan va se faire envahir par la Chine? C'est absolument pas le moment pour ça. La Chine ne peut absolument pas se le permettre. Il faut déjà qu'elle gère ses problèmes internes en ce moment. Elle a autre chose à régler en ce moment que Taïwan. Franchement, et de toute façon, Taïwan, c'est une déclaration de guerre avec les Américains. Donc, ils peuvent pas. Ils le feront très certainement jamais. Parce que Taïwan est trop protégé. Les Américains, déjà, vont protéger l'île. C'est même pas sûr que la Chine soit en mesure de prendre Taïwan avec tous les porte-avions et... je dis les porte-avions, mais les porte-avions, il n'y a pas que les porte-avions qui viennent avec les porte-avions. Il y a tous les destroyers, les croiseurs et tous les avions qui patrouillent autour de Taïwan américaine. Et dans le Japon, les Américains ont beaucoup de bases au Japon. Le Japon a une très grosse armée, la Corée du Sud aussi. Si la Chine rentre en guerre pour Taïwan, ça va être une guerre de grande ampleur et elle risque pas de s'en remettre. Donc elle sait qu'elle ne doit pas le faire et elle le fera pas. Vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Je crois pas que Taïwan ait vraiment à s'en faire pour l'instant. Donc il y a eu cette espèce de peur que Taïwan se fasse envahir pendant que tout le monde regarde en Ukraine. Les États-Unis n'ont pas regardé en Ukraine. Les États-Unis ne sont pas allés en Ukraine. Les États-Unis, où ils ont placé leurs troupes, ils les ont placées en Asie. La flotte américaine en ce moment est stationnée en Asie. La plus grande partie des porte-avions disponibles des États-Unis, ils ont plusieurs porte-avions, hein, mais sur mer, il y a à peu près 2 ou 3 porte-avions en tout temps qui voguent sur les mers. Parce qu'il y a de la maintenance, il y a des réparations à faire sur les porte-avions, c'est extrêmement long. Ça prend plusieurs années parfois de maintenance pour un porte-avions. Et les Américains en ont tellement qu'ils se permettent de faire des rotations. Ce qui fait qu'ils ont à peu près 2 ou 3 porte-avions disponibles en tout temps. Et il y a 2 porte-avions en ce moment qui sont à côté de Taïwan, dans les eaux ici de la mer de Chine. Ils sont là, les porte-avions américains. La flotte américaine est là, la plus grande partie.
Il y en a un autre, je crois, qui est aux États-Unis ou quelque part. Peut-être en Méditerranée. Mais les gros efforts de guerre en ce moment des Américains sont tournés vers la Chine. Ils observent la Chine et ils sont là pour dissuader la Chine de bouger. C'est la stratégie de Biden pour l'instant. C'était aussi la stratégie de Trump essentiellement. La Chine, c'était le grand ennemi des deux. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais ils s'entendent au moins sur ce point-là. La Chine, c'est l'ennemi. Les deux sont d'accord avec ça. Et les Américains, sous Biden, n'ont pas l'intention vraiment d'aider l'Ukraine au niveau militaire. Ils s'attendent à ce que l'Europe s'arme, que les Européens se mettent à se réarmer pour se défendre tout seuls. Et ça, c'est un peu la politique de Biden pour l'instant. Donc j'en entends qui disent que c'était la stratégie de Trump tout à l'heure. Pas du tout, c'est la stratégie de Biden. En ce moment, c'est ça qu'il fait. Et ça se remarque notamment par les mouvements de troupes américains, qui n'ont absolument rien à faire de l'Ukraine pour l'instant. Certes, ils soutiennent économiquement, ils condamnent les actions de la Russie, ils font des petites tapes économiques sur la Russie, mais concrètement, il n'y a pas de troupes américaines qui sont envoyées. Il n'y a même pas de déplacement de navires ou d'avions. Que dalle. C'est les Européens qui sont le plus mobilisés en ce moment sur le point de vue militaire en Europe. Et j'ai envie de dire tant mieux pour l'Occident. Parce que les Américains ne peuvent pas être partout. La Chine, c'est un gros ennemi. S'ils rentrent en guerre, la Chine, c'est pas la Russie. La Russie, ça a l'air gros, mais la Chine, c'est beaucoup plus gros. C'est plus de 2 millions de militaires actifs en Chine. 2 millions actifs. C'est pas les réserves, là. Vous avez vu la Russie qui a mobilisé 300 000 réservistes. Les réservistes, c'est des gens comme vous et moi qui peuvent se faire mobiliser à tout moment. La Chine, elle, c'est pas des réservistes qu'elle a. Elle en a, bien sûr, mais elle a 2 millions de soldats actifs. C'est beaucoup plus que les Américains. Vous avez idée de ce que c'est 2 millions de soldats? C'est énorme! Il n'y a aucun pays qui va jamais envahir la Chine sur son sol. Parce que c'est tout simplement impossible. Jamais ça va être possible. Il y a juste trop de soldats. C'est absolument insane. Jamais les Américains ne pourront poser le pied en Chine. C'est impossible. Jamais ils vont tenir. Il faudrait fortifier, faire des sauts de puce, prendre juste quelques petits avant-postes sur les côtes, mais ça, c'est pas une guerre. On n'est plus dans un contexte comme la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon pouvait se permettre d'envahir la Chine en 1937, mais c'est plus la même aujourd'hui. Plus du tout. Donc les Américains sont concentrés beaucoup plus en Asie en ce moment. Et cette guerre-là, c'est à l'avantage de l'Occident en général. Les Européens crient beaucoup à cause du prix du gaz, mais vous allez vous en remettre. Hein. Vous en faites pas, le prix du gaz, ça vous impacte sur le moment, mais sur le long terme, ça ne va pas vous poser tellement de problèmes. Ce qui pose plus de problèmes en ce moment, c'est la récession, c'est l'austérité qui s'en vient. C'est pas des années joyeuses, mais c'est pas non plus la crise de 1929. Donc vous allez vous en sortir. C'est pas la peine de paniquer et de vouloir lyncher tout le monde pour ce qui se passe. Il y a tout le monde des personnes qui est responsable de ce qui se passe. La situation économique n'est pas facile, il y a eu une pandémie. Ça a l'air facile de pointer du doigt telle ou telle personne, mais c'est pas la solution. Il faut réfléchir à l'avenir. Qui d'autre? L'Ukraine, les conséquences de la guerre, l'Ukraine et la Russie forcément vont perdre des troupes. Il y a des civils qui meurent en Ukraine, bon, je vous apprends rien aujourd'hui. Les conséquences qui sont peut-être un peu plus... qu'on voit un peu moins, c'est en Égypte et dans les pays du Moyen-Orient, où c'est des pays qui importent beaucoup de blé et d'autres produits agricoles de l'Ukraine en temps normal, et qui ne peuvent plus vraiment le faire maintenant qu'il y a la guerre. Bon, il y a des ententes avec la Russie, tout ça, mais disons que c'est plus compliqué d'avoir des biens alimentaires qui arrivent dans ces pays-là. Il y a des risques de famine. Des famines, c'est pas joyeux, là. Les gens crèvent de faim, là, vraiment. C'est une situation qui peut amener des guerres civiles et beaucoup d'instabilité. Donc dans ces pays-là, c'est quelque chose de risqué en ce moment avec la guerre en Ukraine, mais on voit qu'ils semblent bien s'en sortir globalement pour l'instant. La Russie laisse quand même certains biens commerciaux être exportés vers ces pays-là pour pas qu'ils crèvent de faim. Il y a eu des accords pour un peu les épargner. Mais ça aurait pu faire des guerres civiles dans certaines régions du Moyen-Orient, et notamment faire pencher l'opinion de ces pays-là contre la Russie, qui est responsable de la guerre à leurs yeux. Donc, on voit que c'est assez stable pour l'instant, mais que ça peut quand même basculer d'un moment à l'autre. Donc la famine n'est pas très loin, faut qu'ils fassent attention de leur côté.
Mais ça reste pas clair nécessairement toutes les positions que certains prennent. La Syrie et l'Iran sont forcément pro-russes, mais les autres sont... disons que ça joue un peu entre la Russie et les États-Unis. Il y a aussi la question de l'OTAN. Bon, l'OTAN, je vous apprends pas ce que c'est. Si vous savez pas ce que c'est, allez googler. Tous ces pays-là, vous voyez, en bleu, font partie de l'OTAN. Vous voyez qu'il y a la Géorgie qui a voulu rentrer dans l'OTAN, je vous en parlais au début de la vidéo. Ça s'est toujours pas fait. Demandez-vous pourquoi. Avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud qui sont devenues indépendantes à cause de la Russie en 2008. Les petites régions qu'on a montrées sur la carte tout à l'heure en Géorgie. Et il y a l'Ukraine qui est en transition, mais qui ne peut pas officiellement rentrer dans l'OTAN, qui est l'organisation nord-atlantique transatlantique nord, voilà. Où globalement, c'est les pays d'Europe et certains pays d'Occident, le Canada, les États-Unis. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Je pense que tous les pays sont là avec les États-Unis, le Canada. Peut-être le Mexique, je suis pas sûr. Et globalement, il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait que Poutine a décidé de déclarer la guerre en Ukraine en raison du désir de l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Je vous dirais que probablement que ça a motivé sa décision, mais que on ne peut pas vraiment blâmer l'Ukraine d'avoir voulu le faire. D'une part parce que s'était déjà fait envahir en 2014. Ils se sont fait annexer la Crimée en 2014 par la Russie. On va pas se mentir que ça doit quand même un peu les faire chier. Et il y a eu une guerre civile soutenue par les Russes en plus. Donc normal que l'Ukraine veuille rentrer dans l'OTAN. Hein? C'est un peu logique. Et l'Ukraine a un président qui veut faire une transition vers une économie plus occidentale, plus de répartition des richesses, plus de capitalisme. Et ça ne plaît pas nécessairement à la Russie parce que c'est un rapprochement avec l'Union européenne et avec les Américains au niveau économique et politique. Et ça, c'est jamais quelque chose qui plaît à la Russie. Ça date pas d'aujourd'hui. Ben, ils ont décidé d'attaquer. Est-ce que c'est la faute de l'Ukraine pour autant? Non. Un pays n'est jamais responsable du fait qu'il se fait envahir. La Russie aurait pu tout simplement laisser faire. Ça lui change quoi à la Russie que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ou dans l'Union européenne? Que dalle! Un partenaire commercial moins important peut-être. Mais je veux dire, tu vas pas envahir un pays parce qu'ils ont des décisions économiques différentes de ce que tu voudrais. Genre, c'est aussi con que d'envahir l'Irak pour les Américains. C'est être belligérant et vouloir attaquer tout ce qui bouge simplement pour défendre tes intérêts. C'est pas une guerre qu'on peut trouver comme motif valable. Et je trouve que cette agression-là, en toute objectivité, est totalement due à la Russie. Oui, l'Ukraine a voulu rejoindre l'OTAN, mais c'est pas un crime. Je veux dire, rejoindre l'OTAN, c'est pas mal, c'est pas un crime, c'est pas nécessairement non plus une alliance qui a pour mission d'envahir la Russie. C'est une mission qui a pour but d'assurer la paix en Europe. Et jusqu'ici, ça a très bien marché. Hein. Je veux dire, la Russie n'a pas envahi un seul pays d'Europe depuis que la moitié de l'Europe fait partie de l'OTAN. Les pays baltes sont en sécurité grâce à ça. Et il y a l'Union européenne aussi, hein, donc, qui vient faire le parallèle. Donc, si on va voir l'UE. Ouais, voilà, ben, regardez. Regardez la frontière entre tous les pays qui font partie de l'Union européenne et les parties qui font partie de l'OTAN. Les pays qui font partie de l'OTAN. Tous ces pays-là, à la frontière avec la Russie, ne peuvent pas se faire envahir. Je crois, est-ce qu'il y a la Moldavie? Non. Les seuls pays qui peuvent se faire envahir par la Russie en Europe, c'est la Biélorussie, qui n'envahiront jamais parce que c'est leurs alliés, l'Ukraine, qui sont en train d'envahir, et potentiellement qu'un jour la Moldavie pourrait se faire envahir aussi. Donc la Moldavie qui a un peu le cul entre deux chaises. Mais vraiment, c'est les trois seuls pays en Europe qui ont le potentiel de se faire envahir par la Russie. Bon, il y a d'autres pays qui font pas partie, genre les pays ici dans les Balkans n'en font pas partie. Je crois que c'est la Bosnie, la Serbie, la Macédoine du Nord, la Suisse. Tous les autres sont soit dans l'Union européenne, soit dans l'ONU. Mais je veux dire, il faut qu'ils traversent l'Union européenne pour se rendre. Genre, il faut qu'ils traversent l'OTAN ou l'Union européenne pour se rendre, donc les Russes ne pourront jamais les envahir. Donc ils sont safe. Mais tous les autres
sont safe aussi. Les seuls qui sont pas safe, c'est l'Ukraine et la Moldavie. Et on voit que l'Ukraine s'est fait envahir. Donc, est-ce que vous croyez que c'est une mauvaise chose que l'Ukraine soit dans le désir de rentrer dans l'OTAN? Ben non, c'est tout à fait logique quand on voit qu'est-ce qui se passe. C'est tout à fait logique. À sa place, vous feriez quoi? Vous rejoindriez les Russes en sachant très bien que ça va appauvrir votre peuple? Pourquoi vous le feriez? Pourquoi vous accepteriez d'appauvrir votre peuple pour les Russes? C'est pas avantageux. Genre, ils ont rien à gagner de rester avec les Russes. Ils ont un marché beaucoup plus intéressant avec l'Union européenne et les Américains. Ils ont beaucoup plus de potentiel d'exportation. Ils ont beaucoup plus de potentiel d'importation aussi de technologies que la Russie ne peut pas leur fournir. Parce que la Russie, c'est le Moyen-Âge. C'est pas... les grosses technologies avancées, c'est pas la Russie qui va fournir ça. Je vous spoil peut-être, mais la Russie, c'est pas riche non plus. Donc, c'est pas intéressant de rester avec un pays qui est à ce point en retard politiquement, économiquement et socialement par rapport à tous ses voisins. C'est pas intéressant du tout parce que la Russie ne représente pas l'avenir, tout simplement. Et à la place de n'importe qui en Ukraine, si j'étais en Ukraine, peu importe quelles sont mes positions politiques, je voudrais pas faire partie de la Russie. Je voudrais pas rejoindre la Russie dans un partenariat économique quelconque. Ça n'est pas avantageux. Il n'y a juste aucun avantage à laisser faire la Russie. Et c'est normal qu'on se retrouve dans une telle situation. Et c'est pourquoi l'Ukraine ne s'est pas fait envahir et ne s'est pas laissé annexer comme on aurait cru au début de la guerre qui pourrait arriver. L'espèce de mythe des frères russes et ukrainiens a bien vite déchanté au début de la guerre qu'on a vu que l'Ukraine ne se laissait pas faire. Il y a eu quelques débuts un peu foireux pour défendre, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mais on voit très bien que là, les Ukrainiens refusent de se rendre. Et au contraire, ils contre-attaquent. Les Ukrainiens ne sont pas dans une optique en ce moment où la Russie est un allié potentiel. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'ils commencent à s'imaginer la Russie comme un pays vers lequel ils devraient s'éloigner. Ils n'ont pas pour autant voulu une guerre, mais c'est les Russes qui l'ont déclaré la guerre, je veux dire. Ils l'ont déclaré après avoir dit qu'ils n'allaient pas le faire. Ils ont dit qu'ils faisaient des opérations militaires en février, et au final, ils ont attaqué. Si on va voir dans le time ici, début de la guerre, janvier, il n'y a pas encore de conflit. C'est ici, le 10. Regardez, à partir du 10 janvier, on voit que les tensions augmentent. Il y a des c'est quoi? C'est les troupes russes. Des déploiements militaires russes dans cette région. Donc, ils ont appelé ça des exercices militaires. Regardez la gueule des exercices militaires. Attendez une seconde. Non, le temps, c'est pas ça que je veux. Attendez, je vais recharger la carte. Regardez la gueule des exercices militaires. Si on va en février, c'est le 22, je crois qu'ils ont déclaré. Non, c'est le 24. Regardez le 25. Boum! la gueule des exercices militaires. Hein? Oui, des exercices. Ils ont attaqué par la frontière de la Biélorussie. Ça, c'est d'ailleurs un acte de guerre, à mes yeux. C'est un acte de guerre de la part de la Biélorussie. Et parce qu'ils ont laissé passer des troupes ennemies sur leur sol. Et pour attaquer un autre pays avec lequel ils sont neutres. C'est une partisanerie politique évidente. C'est quoi qui est en vert? Il y a eu des protestations à Minsk. Bon, qu'est-ce que ça change? Ils se sont fait répresser par la violence. Rien de nouveau. Et on voit que la Russie, en fait, a attaqué à partir des territoires de son allié. Et on voit que c'est allé vite. Hein. Voyons, il y a une mouche à fruits qui se promène chez moi. Et on voit que les Russes ont bien avancé sur les autoroutes, voilà, jusqu'au jour où ils se sont fait reculer. Bon, rien de nouveau jusque-là. Mais vous croyez qu'un pays qui a l'intention d'entretenir des bonnes relations avec ses voisins fait ça? Pas vraiment. Et ça rentre tout à fait dans la propagande en Russie, en fait, de se dire que le président Vladimir Poutine, c'est un président fort, un président qui agit, un président qui défend les intérêts de la Russie, alors que concrètement, il les a traînés dans une guerre. Je veux dire, les Russes ne sortiront pas gagnants de cette guerre, là, même s'ils envahissent l'Ukraine au grand complet. Ça rapportera rien à la Russie. Que dalle!
c'est pas avantageux pour eux de faire ça, là. Il y a des gens qui vont mourir, leur économie va en souffrir, des conséquences économiques qui vont durer sur des dizaines d'années. Il y a tous les pays du monde qui les regardent en se disant que c'est un pays qui est belligérant, un pays qui va envahir tous ses voisins dès qu'ils peuvent. Il n'y a personne qui voit cette annexion-là comme quelque chose de bénéfique dans les pays neutres. Ils voient ça en se disant on veut pas trop s'en mêler, mais bon, quand même, ils se sont fait envahir, hein, on va pas se mytho. Alors, voilà. Le Conseil du pôle Nord, on peut enlever ça. L'OTAN, l'ONU, on l'a vu. J'aimerais ramener sur un dernier détail avant de clore le sujet. Les tanks. Le matériel russe perdu au fur et à mesure que les Russes reculent. C'est pas avec le matériel que la Russie va gagner la guerre. C'est important d'avoir du matériel. Je dis pas le contraire. Mais l'Ukraine, si elle gagne, c'est grâce à ses troupes. C'est grâce au fait qu'ils ont des soldats disponibles et entraînés. Un soldat entraîné, c'est une ressource très précieuse. Un tank, tu t'en branles. Tu en construis un autre. Tu en achètes un autre. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'avoir des soldats. Les soldats, il n'y en a pas qui tombent du ciel. Il faut les former. Il n'y a pas tout le monde qui peut devenir un bon soldat. Déjà, si les soldats russes sont en train de fuir pour pas se faire recruter dans la guerre, on voit ça, hein, des colonnes de Russes qui fuient la Russie en ce moment. Bon, il faut prendre avec une certaine pincette aussi encore là, mais il y en a beaucoup qui fuient quand même. Et ça veut pas dire qu'ils sont très motivés en Russie pour se battre. Les soldats, on a vu qu'il y avait beaucoup de mercenaires. Bon, quand tu vas là et que tu dis que tu vas te battre pour être payé, en fait, est-ce que tu vas te battre avec la même arme que quand tu te bats en te disant que tu protèges et tu défends ton pays? Non, forcément. Donc les Russes sont plus enclins à se rendre, sont plus enclins à reculer que les Ukrainiens, qui eux veulent défendre leur territoire, leur patrie et leur peuple. Donc logique. Et des tanks, concrètement, on s'en branle, même s'il y a 1000 tanks que les Russes perdent, c'est pas grave. Ils en feront d'autres. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le nombre de troupes, le nombre de soldats, de vétérans russes qui meurent. Les généraux aussi qui meurent et qui se font enlever, c'est très grave comme conséquence là, pour la Russie. Il y en a pas énormément des bons généraux dans le monde. Là. Des généraux qui sont capables de s'assurer de créer des bons plans de bataille, de tenir compte de tous les facteurs qui impliquent une guerre. C'est pas facile une guerre. Vraiment pas facile. Et quand vous perdez un général, ou des gens qui sont très bons, très qualifiés pour le combat, parce que vous les avez bien formés, c'est une perte inestimable. Et les Russes, pour l'instant, ont des pertes inestimables qui sont vraiment irremplaçables. Sachez que la population en Russie est déclinante. Ce qui veut dire que les soldats qui perdent, ils les récupéreront jamais. Les soldats qui perdent, c'est des soldats qui ne pourront pas récupérer parce que tout simplement, ils sont en décroissance de population. Tu ne peux pas recruter plus de soldats avec moins de personnes. Et ça va impacter l'avenir de la Russie au niveau militaire. Parce que là, la Russie est à son plus fort qu'elle ne le sera jamais plus. La Russie est plus forte maintenant qu'elle ne le sera jamais dans l'avenir. Parce qu'elle est en pleine décroissance, elle subit des conséquences économiques de part et d'autre, et ses soldats sont en train de crever la bouche ouverte sur le front. La Russie est plus forte maintenant que jamais elle ne le sera. Donc, l'avenir de la Russie ne semble pas a priori très brillant. Même si, probablement, ils vont réussir à maintenir leur contrôle sur certaines régions en Ukraine. Et probablement que les fronts ne bougeront pas tant que ça dans les prochains mois, voire dans la prochaine année. Probablement que la carte va rester la même, sensiblement, pour au moins un an. Parce que ils vont défendre, les Russes défendent, et les Ukrainiens vont défendre aussi de leur côté, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre toujours d'être sur l'offensive. Et ça coûte cher en vie ukrainienne aussi, hein. Les soldats ukrainiens, il n'y en a pas non plus illimité. Hein. Et ça coûte cher d'envahir. On voit que dans le sud, c'est pas facile d'avancer. Hein. Ils avancent d'un village, ils reculent de 2 pas après. C'est pas facile. Donc, voilà. C'est beaucoup plus... c'est beaucoup moins noir et blanc que ce qu'on a pu lire tout à l'heure sur Discord. Et j'espère que ça vous éclaire un peu plus sur la situation actuellement. Et il y a forcément des choses que j'ai oubliées. Forcément. Je ne suis pas omniscient non plus, je ne sais pas tout.
Je suis pas sur le champ de bataille, j'ai jamais mis les pieds sur un champ de bataille non plus. Loin de moi l'envie de prétendre que je sais me battre ou que je connais tout ce qui concerne les aspects militaires, mais en lisant à droite et à gauche, on se rend compte que les informations que j'ai données sont sensiblement bonnes. Donc, faut faire attention à ce qu'on lit, faut faire attention à ce qu'on dit, parce que plus qu'on propage une idée, plus qu'elle va s'ancrer dans l'imaginaire, même si elle est totalement fausse. Vous pouvez vous répéter pendant, je sais pas, vous pouvez vous répéter pendant des mois que quelque chose est vrai et c'est pas vrai. Et les gens vont finir par y croire. Pas parce que ça aurait été prouvé, mais simplement parce que les gens, à force de se le raconter, vont s'imaginer que c'est vrai. Donc il faut faire attention. Là. La Russie va pas bombarder nucléaire l'Ukraine, la Chine va pas envahir Taïwan, il faut se calmer. Faut commencer à baisser les tensions et essayer de percer le voile de ce qui se passe en ce moment dans la guerre. Et peut-être qu'on obtiendra ainsi une vision un peu plus bonne de ce qui se passe. Voilà, je vous laisse là-dessus et j'espère que la vidéo d'1h15 n'aura pas été trop longue.